Que feriez-vous si vous-même étiez alcoolique depuis une vingtaine d'années à même pas 40 ans? Comment assumeriez-vous cette horrible condition lorsque votre comportement est assimilé à un manque de volonté ou à un vice plutôt qu'à une maladie? Comment vivre avec cette foutue sensation de manque, l'insupportable impression de ne jamais être rassasié? Quand le peu de lucidité qu'il vous reste ne vous fait entrevoir aucune issue possible, quelle décision ultime et désespérée prendriez-vous pour échapper à ce cauchemar? Désolée pour la qualité de l'image aussi, mais j'ai refait plusieurs fois cette vidéo, mais celle-ci est vraiment la plus authentique. Alors désolée pour la forme. Le plus important, vraiment, c'est le fond. Bon visionnage. On t'a fait croire que l'addiction était un manque de volonté, c'est faux. Moi qui étais alcoolique pendant 18 ans, je peux te dire que c'est bien plus complexe que ça et qu'il y a une issue heureuse à tout ça, même si aujourd'hui tu ne le vois pas. Aujourd'hui, je te présente mon autobiographie, l'histoire d'une femme alcoolique. Bienvenue dans mon monde. Pourquoi je te parle de ce livre aujourd'hui? Pour prouver que tout ce que nous traversons, enfants, adolescents, adultes, nous marque. Les blessures s'inscrivent en nous, nous fragilisent et en fonction de ce que nous traversons au quotidien, eh bien cela vient appuyer ces blessures et lorsque la souffrance est trop forte, c'est un schéma classique de vouloir faire taire cette souffrance. À travers mon histoire, même si ce n'est pas la même que la tienne, tu trouveras des passages qui résonneront avec toi et qui te feront voir les choses autrement. Comment cette descente aux enfers a commencé? Je vais te lire la 4e de couverture et tu vas tout comprendre. Je suis née dans une famille atypique, enfant non désiré, gamine perturbée et bagarreuse. À 18 ans, j'ai fui ma famille par amour, peut-être aussi pour ne pas tuer ma mère. Loin des névroses familiales, je me croyais en paix, mais les blessures d'enfance, les histoires de famille et la mort ont eu raison de ma santé mentale. Ça met le ton, hein. Ça met le ton et l'ambiance dans laquelle je me trouvais. Comment me percevaient les gens alors? Eh bien comme une enfant capricieuse et caractérielle. Et pourquoi je leur donnais cette impression? Parce qu'à l'intérieur, moi, ça n'allait pas. J'étais coupée en deux. Mes parents se déchiraient en permanence à la maison et de l'autre côté, mes grands-parents m'apportaient la paix, le soutien, l'amour et l'attention. J'avais ce sentiment de culpabilité et de déloyauté envers mes parents, de préférer mes grands-parents. J'avais une séparation en moi et un mal-être s'est installé à ce moment-là. Aussi, je ne comprenais pas ce monde qui était trop brutal pour moi. Je ne me sentais pas du tout à ma place dans ce monde. Dès le début, j'ai senti ce malaise. Peut-être que toi aussi, tu l'as senti. Au fil du temps, à force de contrariété, à force de souffrance de ne pas trouver ma place dans le monde, j'ai commencé à chercher des produits de substitution, donc la cigarette d'abord, et puis l'alcool. Très très vite parce que à l'adolescence, dans les soirées, eh bien l'alcool coulait à flot et pour faire taire mon mal-être, je me suis mise à boire pour me vider la tête et faire comme tout le monde. Et puis, au fil des années, j'ai continué et le rythme, en fait, ne s'est jamais arrêté. Et je me suis rendu compte très vite que l'alcool me désinhibait, m'enlevait toute angoisse et me mettait dans un état d'euphorie, bien sûr, que je cherchais toujours à dépasser et la consommation augmentait de plus en plus, tout simplement. Et puis à 18 ans, donc j'ai quitté la maison pour ne pas tuer ma mère réellement. Et je me suis retrouvée en Corse. Ma famille, malgré tout, me manquait, hein. J'étais séparée par la Méditerranée. Je ne pouvais pas aller très souvent sur le continent, comme on dit. Je me suis renfermée sur moi-même et là, une dépression sournoise s'est installée et a accentué mon mal-être, me forçant en quelque sorte, même si on n'est jamais forcé, à prendre de plus en plus d'alcool. Donc j'ai maintenu
ce rythme d'alcoolisation pendant 18 ans. Au tout début, donc dans les soirées mondaines, hein, comme on dit, pour faire comme tout le monde. Et puis, je me rendais bien compte quand même que je dépassais les limites. Hein. Je titubais, je finissais à aller vomir. J'ai causé pas mal de souffrances autour de moi parce que des bagarres, des malentendus, etc., etc. Mon mal-être ressortait aussi dans ces moments-là. Au début, on se met à boire pour se lâcher et puis quand on a tendance à vouloir faire taire ces démons, eh bien on consomme de plus en plus dans cette soirée et puis on perd complètement le contrôle. Le mal-être remonte à ce moment-là et très souvent quand ça ne va pas en nous, on n'a pas l'alcool gai comme on dit, on a l'alcool triste et l'alcool triste fait faire énormément et fait dire énormément de bêtises. En plus de l'alcoolisation pendant les soirées, au fil des années, en fonction de mon humeur, hein, qui n'était pas très joyeuse, eh bien, je commençais à m'alcooliser pendant que je cuisinais un petit verre de vin, et puis un deuxième, et puis un troisième, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le corps s'habitue et qu'il faut, au fur et à mesure du temps, augmenter les doses. C'est vraiment physique et psychologique. Quand ça ne va pas dans notre vie, on cherche forcément des planches de salut. Alors pour les uns, ça sera le jeu, pour les autres, ça sera les substances. Notre cerveau a besoin de s'échapper de lui-même en fait. On ne peut plus vivre dans cette souffrance en permanence et donc on cherche des substituts pour espérer aller mieux. Mais c'est se mentir à soi-même. Vraiment, l'information centrale que je voudrais donner dans cette vidéo, chaque personne qui est addicte, et je vais parler de l'alcoolisme puisque c'est la substance que je connais le mieux, va d'abord commencer par une phase de déni parce qu'il est impossible pour nous de concevoir en fait que nous sommes comme l'image que la société renverrait d'une personne alcoolisée, tu vois, dans la rue, en train de cuver son vin, la pauvre personne qui ne gère rien, etc., etc. C'est insupportable de se percevoir comme ça. Donc, on va se comparer systématiquement aux autres. Ah non, moi, je ne bois pas autant que lui. Ah non, mais moi, je me tiens mieux qu'elle. Voilà. Et en fait, on va essayer de se rassurer pour se persuader que non, nous, on n'a pas de problème. Donc, première phase, le déni. Au fil du temps, on se rend bien compte quand même qu'il y a quelque chose qui cloche dans notre comportement et que on a peut-être un problème. Mais on ne peut pas mettre le doigt dessus puisque on a des émotions en nous qui sont tellement puissantes qu'en fait, on ne peut pas réfléchir consciemment avec du recul. Et puis en plus, on est imbibé en permanence. Donc, on n'a pas les idées claires. On est dans la souffrance, on est sous substance, on est complètement perdu. Je te raconte pas toutes les bêtises que j'ai faites, tous les mensonges que j'ai dû mettre en place pour essayer de passer entre les gouttes pour pas trop me faire remarquer, soit en soirée, soit à la maison, hein, par mon mari ou par mes enfants. Tout est là-dedans si tu veux savoir et peut-être que toi aussi, si tu es dans cette situation ou si tu connais quelqu'un qui est dans cette situation, tu retrouveras des réflexes parce qu'en fait, ces réflexes sont communs à tout le monde en fait. On cache les bouteilles, on ment, on triche, voilà. Et on se fatigue là-dedans. C'est un épuisement moral et physique. C'est une perte d'énergie énorme pour justement mener à bien ce jeu du chat et de la souris. Lorsqu'on tombe dans l'addiction, on perd le contrôle. Et cette perte de contrôle est au final une maladie. J'ai fait des recherches, hein, pour écrire ce bouquin, je raconte pas n'importe quoi et tous les médecins et tous les psychologues s'entendent pour dire que c'est une maladie, l'alcoolisme. Et ce n'est absolument pas un manque de volonté. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en contact avec quelqu'un qui serait
sous substance, addict, etc. Ça ne sert à rien de le motiver en lui disant que, allez, il peut faire un effort, il peut arrêter de boire un jour ou deux, ça va bien se passer, ou alors de le culpabiliser en disant que c'est un manque de volonté, etc., etc. Que ce soit dans le soutien, dans l'encouragement ou dans la culpabilisation, ça ne fonctionne pas. Parce que tant qu'on n'a pas vu soi-même qu'on avait un problème, tant qu'on n'était pas sorti du déni et tant qu'on n'était pas dans la prise de décision de faire quelque chose pour soi, l'entourage ne peut pas grand-chose, honnêtement. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé réellement à m'en sortir? Au fil du temps, je me suis vraiment rendu compte que j'avais un problème. Je n'avais pas encore la solution, mais je voyais très bien qu'il y avait un décalage entre mon comportement et les comportements des autres. J'ai enfin accepté qu'il fallait que je demande de l'aide. Mais ça, ce n'était que la première étape parce que c'était difficile pour moi d'aller taper à une porte, que ce soit en psychologie, en psychiatrie, pour dire « Ouh, je suis alcoolique et aidez-moi ». C'était impossible. Et puis ce nom, à l'époque, alcoolique, cette étiquette, je ne voulais absolument pas me la coller sur le dos. J'avais trop honte. Avant d'en venir au cœur de cette vidéo et comment on peut s'en sortir, comment je m'en suis sortie, je vais t'expliquer comment s'est faite la prise de conscience. J'ai mis en parallèle ce que j'étais en train de traverser et l'histoire d'une fille dans une série. Comme quoi, tu vois, des fois, les prises de conscience, en fait, ça tient à peu de choses. Et dans cette série, la fille était infirmière, elle s'était blessée, elle prenait des antidouleurs et ces antidouleurs étaient addictifs. À force, elle est tombée dans l'addiction de ces médicaments et elle faisait en fait tout ce que moi je faisais pour cacher son addiction. Elle cachait dans des coins ses médicaments, son mari s'en était rendu compte, comme le mien s'en était rendu compte, ses enfants s'en étaient rendus compte, comme les miens s'en étaient rendus compte, et son mari l'a menacée de partir avec les enfants, comme mon mari me menaçait de partir avec les enfants, ce qui est complètement normal parce que c'est invivable pour la personne qui est dans ce contexte et qui n'est pas du tout aux prises avec une substance quelconque. Je me disais, Muriel, tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre avec ton comportement. Il y a un moment, ma fille, il va falloir que tu prennes un petit peu les choses en main. Et ça a commencé à mûrir en moi jusqu'au jour, et c'est là où c'est magnifique. J'ai eu un signe du ciel, je peux pas le dire autrement. Tirer sur la corde, c'est pas pour rien que j'ai mis ce titre. En fait, j'ai senti réellement au niveau de mon plexus solaire qu'on tirait sur la corde, et je me suis levée d'un bond et j'ai entendu une voix qui me disait « Maintenant, il te faut prendre une décision ». Voilà. Et c'est là où tout a basculé. Alors, j'avais deux choix, le choix ou le choix de partir aux urgences. Et j'ai fait le choix numéro 2 et je ne le regrette absolument pas aujourd'hui parce que je peux t'assurer vraiment, et je reviens au début de la vidéo, il y a toujours une issue heureuse. Même quand on est dans la plus noire de son obscurité, la plus sombre. Donc, je suis arrivée aux urgences, hôpital psychiatrique pendant 3 semaines. Ça a été la renaissance complète parce que j'étais sous substance pour qu'on arrête en fait cette addiction, mais aussi me soigner de la dépression parce qu'il y avait une dépression en dessous, il y avait un mal-être et ça vient toujours d'un mal-être. Donc, va voir s'il te plaît chez toi quel est ce mal-être en mettant justement la lumière sur ce mal-être. Tu vas pouvoir travailler dessus et guérir et bien sûr petit à petit sortir d'une addiction. Alors pourquoi j'ai écrit ce livre? Eh bien parce que pendant ces 3 semaines d'hôpital, je n'avais pas le droit de sortir, donc je m'embêtais et en fait j'ai eu le besoin d'écrire tout ce qui me passait par la tête. Donc j'ai pris un papier, un stylo et j'ai écrit tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais vécu, tout ce que je voulais vivre, tout ce que je ne voulais pas reproduire, tout ce que je voulais expérimenter. Voilà, j'ai fait déjà on va dire, un premier jet
d'écriture. Et puis quand je suis rentrée à la maison, j'avais ces feuilles, puisque j'ai accumulé en 3 semaines des lignes et des lignes. Mon mari m'a conseillé d'écrire un livre. Au début, je voulais pas, parce que je me disais, mais non, mais j'en suis pas capable, et puis à quoi cela va-t-il servir, etc. Et il m'a dit, écoute, ça serait bien que de par ton expérience, en fait, tu puisses partager à ceux qui sont dans cette situation ou ceux qui sont touchés au niveau familial ou amical ou sentimental par ce sujet, de leur donner des explications et puis surtout une porte de sortie, un espoir sur ce qu'ils traversent, qu'ils soient acteurs ou spectateurs. Et donc, je me suis lancée dans ce projet d'écriture. J'ai écrit aussi pour ne jamais oublier tout ce que j'avais traversé, tout ce que j'avais pu ressentir avant, qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui. Et vraiment, quand je relis ce livre, je découvre une personne, l'ancien moi, que je ne renie absolument pas, mais que je ne reconnais absolument plus aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour cette personne, beaucoup de compassion aussi, parce que je vois sa souffrance et surtout je peux comparer avec la paix que j'ai aujourd'hui dans ma vie et que je te souhaite d'avoir aussi un jour. Malgré la tonne de merdouille qu'on peut se traîner chacun dans nos vies, il y a toujours une porte de sortie. Ne reste jamais seul. Demande de l'aide. N'aie pas honte. Il n'y a pas de tabou. On chute tous sur notre chemin, mais on est tous capables de se relever pour avancer et avancer vers sa lumière. Si tu ne sais pas quoi lire en ce moment, si tu veux une histoire émouvante dans laquelle on passe du rire aux larmes, où tout le spectre de la vie, la naissance, la mort, la maladie, les épreuves, mais les joies aussi, enfin voilà ce qui fait de nous des humains. Si tu veux connaître mon histoire et comparer avec la tienne, parce que beaucoup de gens qui l'ont lu m'ont dit « Ah, ça a résonné en moi parce que une histoire de famille similaire, parce que un décès, parce que etc. etc. » Franchement, c'est un conseil de lecture à lire, à offrir. Vraiment, c'est pas larmoyant du tout, c'est pas victimaire du tout. Mais si tu veux avoir le sourire, même en lisant des passages un peu difficiles, je te conseille mon livre. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce, abonne-toi, mets la cloche, etc., etc. Si tu as un commentaire, une question, peu importe, dans le respect et la bienveillance, fais-le, je répondrai à tes questions et j'argumenterai au besoin. Si dans ton entourage, tu as quelqu'un qui est concerné par cette situation, qui est un petit peu dans le déni, ne force pas. Ne l'oblige pas, mais partage-lui cette vidéo, peut-être en lui disant « Coucou, peut-être que cette vidéo va te parler, bisous, bonne journée » et tu t'arrêtes là. La personne elle-même regardera ou pas cette vidéo et fera ou pas le premier pas. Et si toi-même, tu te trouves dans cette situation, vraiment, dernier message, ne perds pas espoir, prends soin de toi et puis en attendant de se revoir, bye bye.